La structure et la fonction du protéasome par Joseph Zaricta. Que sont les protéasomes? Les protéasomes sont des complexes enzymatiques ATP dépendants qui dégradent de manière ciblée des protéines mal repliées, dénaturées ou obsolètes. Les protéasomes sont retrouvés chez toutes les branches de la vie, y inclut les eucaryotes, les archées et même dans certaines bactéries. La dégradation des protéines est importante pour le recyclage des matériaux qui sont nécessaires pour des futures biosynthèses, pour la régulation des protéines, ainsi que pour les divers processus qui sont contrôlés par la disponibilité de ces protéines. Les protéines qui doivent être dégradées sont en premier marquées par une petite protéine nommée l'ubiquitine pour être reconnues par les protéasomes. Les protéines sont découpées par protéolyse en petits peptides qui sont ensuite hydrolysés en acides aminés pour être recyclés. La découverte du protéasome. Avant la découverte du protéasome, on pensait que la dégradation des protéines dans les cellules eucaryotes était surtout accomplie par des lysosomes. Cependant, en 1967, Ettlinger et Goldberg ont identifié un système protéolytique indépendant des lysosomes, impliqué dans la dégradation intracellulaire contrôlée des protéines. En fait, c'est ce système protéolytique et non les lysosomes qui dégradent la majorité des protéines intracellulaires. En 1980, Wilk et Orlovsky purifient pour la première fois une composante du protéasome, qui serait plus tard connue comme le cœur catalytique 20S. Ils découvrent que ce complexe multicatalytique clive les protéines en utilisant l'ATP comme source d'énergie. Ils déterminent aussi que ce complexe est capable de cliver des résidus basiques, acides ou hydrophobes des polypeptides, suggérant qu'il contient plusieurs sites actifs distincts. En 1981, Tchehanover et ses collègues découvrent l'ubiquitine, une petite protéine d'environ 8 kilodaltons qui se lie à des protéines. Ils découvrent aussi une voie d'ubiquitination des protéines par les enzymes E1, E2 et E3. Cependant, le rôle de l'ubiquitination des protéines reste inconnu. Quelques années plus tard, en 1983, Tchehanover, Hershko et Rose proposent un modèle de reconnaissance et de dégradation des protéines par le complexe enzymatique qui serait plus tard connu comme le protéasome. Ils proposent que l'ubiquitine est ajoutée aux protéines en but de les marquer pour une dégradation ultérieure par le protéasome. Plus tard, en 1986, le système protéolytique responsable de la dégradation intracellulaire des protéines est formellement nommé le protéasome. En 1994, la structure entière du protéasome 26S est élucidée pour la première fois par cristallographie. Et en 2004, Tchehanover, Hershko et Rose remportent le prix Nobel de chimie pour leur découverte de la dégradation contrôlée des protéines par l'ubiquitine. L'ubiquitine. L'ubiquitine est une molécule très importante pour la dégradation des protéines par le protéasome. Cependant, c'est quoi l'ubiquitine? L'ubiquitine est une petite protéine de 76 acides aminés de long qui est présente dans toutes les cellules eucaryotes. L'ubiquitine sert comme étiquette moléculaire qui marque une protéine pour la destruction par le protéasome. Ce polypeptide possède un bout C-terminal avec un résidu glycine important. Le résidu glycine est activé, puis lié par une liaison isopeptidique à un résidu lysine de la protéine qui est destiné à la dégradation. L'énergie nécessaire pour la formation de cette liaison provient de l'hydrolyse de l'ATP. Les molécules d'ubiquitine possèdent aussi des résidus lysines qui sont des sites de liaison à d'autres molécules d'ubiquitine. Ainsi, les liaisons isopeptidiques permettent la formation de chaînes d'ubiquitine. Un exemple très commun d'une chaîne d'ubiquitine est la tétraubiquitine. Comme l'indique la figure, les liaisons isopeptidiques permettent de relier 4 molécules d'ubiquitine ensemble. Même si une protéine monoubiquitée peut être reconnue par le protéasome, une chaîne d'au moins 4 molécules d'ubiquitine est plus efficace pour signaler le besoin de dégradation, car il se lie avec une plus grande affinité au protéasome. Un fait intéressant de l'ubiquitine est que le polypeptide est codé par le gène poly-UB, qui appartient à la famille des gènes de choc thermique. Ceci indique que les cellules doivent produire une grande quantité de molécules d'ubiquitine dans des conditions de stress pour faciliter la destruction rapide des protéines anormales induites par le stress. L'ubiquitination. La fixation de l'ubiquitine sur une protéine est catalysée en 3 étapes dans une cascade enzymatique catalysée par 3 différentes enzymes. E1, l'enzyme activatrice de l'ubiquitine, E2, l'enzyme de conjugaison d'ubiquitine,
et E3 l'ubiquitine protéine ligase. Dans la première étape, l'enzyme E1 active l'ubiquitine en utilisant l'ATP. L'enzyme E1 catalyse l'ajout d'une molécule d'AMP au groupe carboxyl terminal de l'ubiquitine et la réaction libère une molécule de pyrophosphate. Prochainement, l'AMP est libérée et l'énergie issue de la rupture de cette liaison est utilisée pour permettre l'attachement du groupe carboxyl de l'ubiquitine au groupe sulfhydryl d'un résidu cystéine de l'enzyme E1 par une liaison thioester. Dans la troisième étape, l'enzyme E2 catalyse un transfert de l'ubiquitine activée à un groupe sulfhydryl de l'un de ses propres résidus cystéine. Dans la dernière étape, le résidu lysine de la protéine qui sera ubiquitiné se lie dans le site actif de E3. L'enzyme E3 catalyse le transfert d'ubiquitine de l'enzyme E2 vers le groupe amino du résidu lysine de la protéine cible. Une chose importante à noter est que la réaction de l'ubiquitination est processive. Après l'ajout d'une molécule d'ubiquitine, la protéine cible reste liée à l'enzyme E3. Ainsi, un substrat protéique peut avoir des chaînes de molécules d'ubiquitine attachées dans une variété de façons. De plus, l'ensemble des protéines E3 est très diversifié en taille et en organisation. Donc, chaque enzyme E3 reconnaît sélectivement un substrat protéique pour l'ubiquitination. Voici une autre représentation de la voie d'ubiquitination. Comme vous le pouvez voir, l'ubiquitination est une réaction réversible. Ceci est important pour s'assurer que les molécules d'ubiquitine peuvent être recyclées et utilisées de nouveau pour l'ubiquitination de nouvelles protéines. Le recyclage de l'ubiquitine est assuré par des enzymes DUB pour déubiquitination. Ce groupe d'enzymes clive les liaisons isopeptidiques entre l'ubiquitine et une protéine, ainsi que les liaisons entre les molécules d'ubiquitine. Les DUB sont divisés en deux classes basées sur l'activité catalytique, étant soit des cystéines protéases ou des métalloprotéases. Ces enzymes sont aussi responsables de la relecture de protéines qui sont incorrectement ubiquitinées, pour cliver des chaînes d'ubiquitine qui possèdent des structures anormales. En raison de la processivité de l'enzyme E3, plusieurs molécules d'ubiquitine peuvent s'ajouter au substrat selon différents modes. Les protéines peuvent subir une mono-ubiquitination, où ils possèdent seulement une molécule d'ubiquitine, ou une multimono-ubiquitination, où ils possèdent plusieurs molécules d'ubiquitine sur différents résidus lysine. Les substrats protéiques peuvent aussi subir une polyubiquitination homotypique, où plusieurs molécules d'ubiquitine sont enchaînées en différentes conformations. Finalement, les substrats peuvent subir des polyubiquitinations hétérotypiques, dans lesquelles des molécules d'ubiquitine modifiées sont ajoutées au substrat. La structure du protéasome 26S. La forme la plus répandue du protéasome est le protéasome 26S, un complexe formé d'environ 60 sous-unités avec une masse moléculaire de 2000 kDa. Le protéasome est formé de deux composantes, un complexe régulateur 19S et un cœur catalytique 20S. À chaque bout du protéasome 26S se retrouve un complexe régulateur 19S. La structure du complexe régulateur 19S peut être divisée en deux parties, un couvercle et une base, mais elle est aussi souvent divisée dans une sous-unité régulatrice non ATPase et une sous-unité ATPase. La sous-unité régulatrice non ATPase est un ensemble de 15 sous-unités responsables de la reconnaissance des protéines. Elle se lie spécifiquement aux protéines par leur chaîne d'ubiquitine pour garantir que seulement les protéines marquées pour la dégradation pourront rentrer dans le protéasome. De plus, la sous-unité régulatrice non ATPase possède aussi une isopeptidase qui clive les molécules d'ubiquitine pour les libérer des protéines afin qu'ils puissent être recyclés. La sous-unité ATPase est un ensemble de 6 sous-unités ATPase qui sont responsables du dépliement et de la translocation du substrat protéique. Ainsi, la protéine peut être acheminée à travers le portail 20S pour rentrer dans le cœur catalytique 20S. Les 6 ATPases sont membres de la famille des protéines AAA, pour ATPases associées à une variété d'activités cellulaires. Le cœur catalytique 20S du protéasome 26S est un complexe formé de 4 anneaux associés, 2 anneaux alpha et 2 anneaux bêta. Les anneaux sont empilés les uns sur les autres pour former une structure en forme de baril, qui contient une cavité centrale pour la digestion des protéines. Les 2 anneaux aux extrémités du cœur catalytique 20S sont les anneaux alpha. Ces anneaux sont formés de 6 sous-unités alpha
et ont le rôle de maintenir l'ouverture pour la rentrée des protéines destinées à la dégradation dans le baril du protéasome. Les deux anneaux centraux du cœur catalytique 20S sont des anneaux bêta. Ces anneaux bêta sont formés de 7 sous-unités bêta et contiennent les sites actifs du protéasome. Un anneau bêta contient 3 sites protéolytiques, nommés après leurs activités semblables à la trypsine, la chymotrypsine et la post-glutamyl-peptide hydrolase. Les sites protéolytiques sont séquestrés à l'intérieur du baril pour prévenir qu'un peptide soit clivé jusqu'à ce qu'il rentre dans le baril par l'étroite ouverture au centre des anneaux bêta. L'anneau bêta reste presque complètement fermé la majorité du temps en raison de la barrière physique formée par les boues N-terminales des sous-unités bêta. De plus, le cœur catalytique 20S est auto-inhibé par les cœurs N-terminales des sous-unités alpha, parce que des facteurs régulateurs sont nécessaires pour ouvrir les portes du canal. Le protéasome archéen et eucaryote. Les protéasomes des archées et des eucaryotes sont très similaires, mais il existe quelques différences clés entre les deux. Premièrement, les protéasomes des archées se retrouvent dans le cytoplasme, tandis que les protéasomes des eucaryotes se retrouvent soit dans le noyau ou dans le cytosol. De plus, les anneaux alpha et bêta des cœurs catalytiques 20S des protéasomes des deux domaines diffèrent de structure. Dans les protéasomes des archées, les anneaux alpha et les anneaux bêta sont composés chacun de 7 sous-unités alpha et 7 sous-unités bêta identiques respectivement. Cependant, les anneaux alpha et bêta dans les protéasomes des eucaryotes sont composés de 7 sous-unités alpha et 7 sous-unités bêta différentes. Ces variations de structure dans les protéasomes des eucaryotes offrent une plus grande spécificité de substrats protéiques qui sont destinés à la dégradation. L'assemblage du protéasome 26S. L'assemblage du protéasome 26S se fait dans 3 étapes distinctes. L'assemblage du cœur catalytique 20S, l'assemblage du complexe régulateur 19S et l'assemblage du protéasome 26S. L'assemblage du cœur catalytique 20S commence par la formation d'un des anneaux alpha externes. La formation de cet anneau alpha est facilitée par les chaperones hétérodimères PAC1, PAC2, ainsi que PAC3, PAC4. Prochainement, l'UMP1 et la sous-unité bêta-2 s'ajoutent à l'anneau alpha pour commencer la formation du premier anneau bêta. Après, la sous-unité bêta-3 s'ajoute à l'anneau bêta, ce qui provoque la libération de l'hétérodimère PAC3, PAC4. Un par un, les sous-unités de l'anneau bêta continuent à s'ajouter à l'anneau bêta grandissant. Ces incorporations sont assistées par des protéines chaperones intramoléculaires. L'assemblage complet de l'anneau bêta sur l'anneau alpha forme un demi-protéasome. Prochainement, 2 demi-protéasomes vont se réunir lors de l'incorporation de la sous-unité bêta-7 et l'intercalation de sa queue C-terminale dans le sillon entre bêta-1 et bêta-2 de l'anneau bêta opposé. Ceci forme le protéasome 20S naissant. Après, les propeptides de la sous-unité bêta, bêta-1, 2, 3, 5, 6 et 7, et l'UMP1 sont dégradés et éliminés du protéasome 20S naissant pour former le protéasome 20S mature. Finalement, l'hétérodimère PAC1, PAC2 est dégradé, ce qui forme le cœur catalytique 20S. L'assemblage du complexe régulateur 19S commence par l'assemblage indépendant du couvercle et de la base du complexe régulateur 19S. Le couvercle et la base se forment tous les deux à partir de leurs sous-unités correspondantes. Prochainement, le couvercle et la base s'unissent dans une connexion qui est stabilisée par la particule régulatrice non-ATPase 10, ou RPN10. Finalement, le protéasome 26S s'assemble à partir de ces deux composantes. Le complexe modulateur facilite l'association entre le cœur catalytique 20S et le complexe régulateur 19S. Cependant, son mécanisme d'action est encore inconnu. Le complexe régulateur 19S. Comme nous l'avons déjà indiqué, le complexe régulateur 19S est divisé en deux parties. Une sous-unité régulatrice non-ATPase, qui est responsable de la liaison des protéines par leur chaîne d'ubiquitine, et une sous-unité ATPase, qui est responsable du dépliement et de la translocation du substrat protéique. Le cycle catalytique du protéasome peut être résumé dans 4 étapes. Les 3 premières intervenant principalement le complexe régulateur 19S. Les 4 étapes sont l'acceptation du substrat, la liaison du substrat, l'engagement du substrat
et le traitement du substrat. Dans l'étape d'acceptation du substrat, le protéasome se retrouve dans une conformation qui lui permet de lier le substrat protéique qui possède des molécules d'ubiquitine attachées. À cette étape, le complexe régulateur 19S est dans une conformation ouverte et caractérisée par une distribution périphérique des 3 récepteurs d'ubiquitine, ce qui a comme but d'augmenter la probabilité de la liaison d'une protéine. Cet état est aussi caractérisé par une certaine flexibilité pour permettre la liaison d'une variété de différentes chaînes d'ubiquitine. De plus, le canal ATPase est courbé et désaligné par rapport au cœur catalytique 20S, et le portail 20S est complètement fermé, ne permettant pas l'entrée de la protéine au cœur catalytique 20S. Suite à l'acceptation de la protéine ubiquitinée, le protéasome se retrouve dans l'étape de liaison de substrat. La présence de la chaîne de polyubiquitine liée à la protéine est suffisante pour déclencher des changements conformationnels au niveau du complexe régulateur 19S pour piéger le substrat dans le protéasome. Ce mouvement rapproche 3 récepteurs de l'ubiquitine et augmente leur affinité pour le substrat. De plus, les sous-unités qui forment le couvercle du complexe régulateur 19S subissent une torsion et le portail 20S s'ouvre partiellement. À cette étape, les récepteurs d'ubiquitine se retrouvent exposés aux enzymes DOB associées au protéasome, ce qui facilite la déubiquitination des protéines pour leur recyclage. En plus, le recyclage de l'ubiquitine conjuguée, en plus du recyclage de l'ubiquitine conjuguée, la déubiquitination élimine les obstructions potentielles causées par l'ubiquitine lors de la translocation ultérieure du substrat. Dans l'étape de l'engagement du substrat, une portion du substrat rentre dans le canal ATPase. Progressivement, le polypeptide est tiré plus profondément dans le canal par un mécanisme de translocation, jusqu'à ce que la dernière molécule d'ubiquitine soit libérée. À ce point, le substrat est entièrement engagé pour la destruction. C'est cet engagement du substrat qui mène au changement conformationnel qui permet l'ouverture complète du portail 20S dans une position alignée avec le canal ATPase. L'étape finale du cœur catalytique du protéasome est le traitement du substrat. À cette étape, le canal ATPase continue à déplier et transloquer le substrat à travers le portail 20S jusqu'à ce que la cavité interne du cœur catalytique 20S pour la protéolyse du polypeptide. Le cœur catalytique 20S. Comme nous l'avons mentionné, le site actif du protéasome se retrouve à l'intérieur de la cavité centrale du cœur catalytique 20S, auprès des anneaux bêta. Les sous-unités bêta-5, bêta-2 et bêta-1 correspondent aux sites de type chymotrypsine, aux sites de type trypsine et aux sites de type phosphoglutamyl peptide hydrolase. Même si chacun des sites protéolytiques possède une spécificité et une activité différente, ils emploient tous une thréonine N-terminale avec une activité hydrolytique. Le groupe hydroxyle du résidu thréonine est converti à un nucléophile qui attaque les groupes carbonyles des liaisons peptidiques pour cliver les liaisons au niveau du bout C-terminal. Le site protéolytique avec une activité trypsine, chymotrypsine et phosphoglutamyl peptide hydrolase permet de cliver les liaisons peptidiques aux côtés des résidus basiques, hydrophobes et acides respectivement. Les sites actifs du protéasome ont donc la capacité de dégrader n'importe quelle séquence d'acides aminés que l'on trouve dans les protéines. Le protéasome 26S est un complexe enzymatique processif. La protéasome peut cliver la même protéine à plusieurs reprises sans libération d'intermédiaires de dégradation. Lorsque le substrat est réduit en peptides d'une longueur de 7 à 9 résidus, les produits sont libérés puis dégradés en acides aminés individuels par des protéases cellulaires. La dégradation et le recyclage des protéines. Puisque les substrats sont dégradés de manière progressive par le protéasome sans libération d'intermédiaires, seulement des petits fragments de peptides d'ubiquitine sont libérés. Comme nous l'avons vu, les molécules d'ubiquitine sont recyclées pour permettre l'ubiquitination de nouvelles protéines. Les fragments de peptides issus de la protéolyse par le protéasome sont rapidement dégradés par des protéases cellulaires dès leur sortie du protéasome. Ceci permet la production d'acides aminés individuels qui peuvent être utilisés pour des réactions de biosynthèse, notamment la synthèse des protéines. De plus, le squelette carboné des acides aminés peut être utilisé pour la synthèse du glucose, la synthèse des acides gras ou directement comme carburant lors de la respiration cellulaire. Alternativement, le groupe amino des acides aminés
peut être retiré et transformé en urée par le cycle de l'urée et excrété du corps. L'importance du protéasome. Puisque le protéasome joue un rôle central dans la dégradation des protéines, il joue aussi un rôle important dans la régulation de divers processus contrôlés par la présence de ces protéines. Le protéasome dégrade une variété de substrats, y inclut des molécules de signalisation, des suppresseurs de tumeurs, des régulateurs du cycle cellulaire, des facteurs de transcription, des molécules inhibitrices et des protéines anti-apoptiques. Voici quelques fonctions secondaires du protéasome. Alors, la transcription des gènes. De nombreux facteurs de transcription sont contrôlés par l'ubiquitination et par la dégradation par le protéasome. La protéolyse peut servir pour stimuler l'activité transcriptionnelle lors de la dégradation d'une protéine inhibitrice attachée au facteur de transcription. Par exemple, NF-bêta-B, l'activateur transcriptionnel de la réponse inflammatoire, est maintenu à l'extérieur du noyau par son interaction avec le I-bêta-B. Cependant, lorsque l'inhibiteur I-bêta-B est ubiquitiné et dégradé par le protéasome, le NF-bêta-B est libre de migrer vers le noyau et stimuler la transcription des gènes cibles pour assurer la réponse inflammatoire. Alors, la progression du cycle cellulaire. Les protéasomes peuvent aussi dégrader de manière ordonnée des protéines régulatrices du cycle cellulaire et des suppresseurs de tumeurs, favorisant la progression du cycle. Ainsi, une inhibition du protéasome peut retarder ou arrêter la réplication des cellules. L'inhibition des protéasomes peut donc être une bonne cible pour le traitement du cancer, puisque les cellules cancéreuses qui se prolifèrent sont plus sensibles à l'inhibition du protéasome que les cellules normales. La signalisation cellulaire. La machinerie de la protéolyse peut aussi fonctionner sur diverses protéines membranaires intrinsèques. Par exemple, la dégradation de divers récepteurs polypeptidiques situés sur la membrane plasmique, tels que le récepteur de facteur de croissance dérivé des plaquettes, le c-MET, ou le récepteur de facteur de croissance des hépatocytes, sont sensibles aux inhibiteurs du protéasome. L'ubiquitination ligand-dépendante et la dégradation protéasomique subséquente de ces récepteurs polypeptidiques semblent jouer un rôle critique dans la termination du signal par protéolyse. Alors, l'apoptose. Il existe de nombreuses protéines cellulaires impliquées dans les voies de transduction du signal qui contrôlent l'apoptose, qui sont dégradées par le protéasome. Ceci inclut les molécules régulatrices telles que P53, les membres pro-apoptotiques de la famille BCL2. Le protéasome joue un rôle important dans le maintien de l'homéostasie en éliminant ces molécules potentiellement nocives. L'inhibition de la fonction des protéasomes entraîne donc à la mort cellulaire programmée. Le remodelage de la chromatine. Le complexe régulatoire 19S est aussi responsable du remodelage de la chromatine, ce qui impacte la transcription des gènes. La sous-unité ATPase du complexe régulatoire 19S contrôle la méthylation de l'histone H3 en réponse à l'ubiquitination de l'histone H2B dans une activité non protéolytique. Puisque le niveau de méthylation affecte le compactage de la chromatine, ceci affecte par conséquent le taux de transcription des gènes. La fonction neuronale. Le système ubiquitine-protéasome est essentiel au fonctionnement normal des synapses neuronales, y compris le renouvellement des protéines synaptiques, la plasticité et la formation de mémoire à long terme. Il est établi que la fonction du protéasome est diminuée dans les maladies neurodégénératives et que son altération est impliquée dans le développement de nombreuses maladies, comme la maladie d'Alzheimer's, la maladie de Parkinson et la maladie de Huntington. Le développement antigénique. Le système ubiquitine-protéasome est aussi important pour la dégradation des protéines, pour la génération des peptides antigéniques, pour la présentation des antigènes au CMH1. La réponse à l'ADN endommagé. Le protéasome est aussi important pour maintenir la viabilité cellulaire à la suite du dommage de l'ADN. Le protéasome permet d'éliminer les protéines avec des structures aberrantes qui sont transcrites à partir d'une génome mutée. La protéolyse peut donc servir comme un système d'autosurveillance pour protéger les cellules des stress oxydatifs et l'irradiation. Voilà notre petite exploration du fond biochimique de la structure et la fonction du protéasome. Dans notre exposé, nous avons exploré les protéasomes et leur découverte. Ensuite, nous avons vu l'ubiquitine et le processus d'ubiquitination. Nous avons aussi discuté la structure du protéasome et l'assemblage de ses composantes, ainsi que son mode de dégradation et recyclage des protéines. Finalement, nous avons terminé notre présentation en explorant le mécanisme de protéolyse, ainsi que l'importance du protéasome. Merci pour votre attention.